Donc, quoi qu'il en soit, on est dans une situation comme ceci. Alors, ce que je viens d'indiquer est vrai, mais c'est vrai si P est compris entre 1 et l'infini. C'est faux si on prend P égale à 1 ou P égale à l'infini. Ça ne marche pas tout à fait. Bon. Alors, je vais faire comme si, pour qu'on comprenne, ça marchait dans P égale à l'infini. Mais je sais que c'est faux, donc il faut un peu travailler les injections de Sobolev, etc., etc. Donc ça, qu'est-ce que ça entraîne si j'applique, tout en sachant que ce n'est pas tout à fait exact, qu'on perd un peu, et j'expliquerai comment on perd un peu à la fin, eh bien, j'en déduis quoi? Là, j'ai moins une dérivée en x. Donc ça veut dire que je vais trouver, j'en remonte 2, plus 2, moins 1 plus 2, ça fait 1, et ça entraîne que gradient m est dans L infini en x et t. Donc j'applique, j'avais moins une dérivée dans L infini, j'ai droit à dire à ce moment-là j'en gagne 2, ça me fait une dérivée dans L infini. Donc ça c'est faux. Et vous voyez ce qui devient vrai, c'est que si je remplace L infini par LP, quel que soit P fini, ça devient vrai. Ou si je remplace, et ça c'est une fonction lipschitzienne, si je remplace en disant c'est le gradient, je remplace par ça en C alpha, en euldérien, gradient borné en x, ça veut dire lipschitzien. Si je dis C alpha, eh bien j'ai quelque chose qui est C alpha en x, uniformément en temps. Ça c'est OK aussi. Bon, alors ensuite, le dm sur dt, eh bien je sais que le dm sur dt, il est même chose, il est comme ça, il garde la même régularité. Donc, je mets des guillemets parce que c'est faux, j'en déduis donc que le dm sur dt, quand je dis appartient, ça veut dire, chaque fois que je dirais appartient, cela veut dire un espace, ça veut dire qu'on a, appartient à x, cela veut dire qu'on a une borne. Donc, lorsque je dis f appartient à x, cela veut dire que f est borné par c dans x. Donc là, j'ai obtenu une borne à l'infini sur m. De cette borne à l'infini sur m, je la reporte dans l'équation et je me sers de l'équation de la chaleur. J'en déduis une borne sur gradient xm, essentiellement. Il faut, on perd un tout petit peu. Et j'en déduis également une borne sur dm sur dt, donc, qui est dans le même espace. Et cet espace, c'est ce qu'on appelle l'infini w-1 infini x. Ça veut dire que j'ai pris une dérivée en x. Le moins 1, c'est que j'ai perdu une dérivée en x. En d'autres termes, je peux l'écrire dm sur dt comme étant des dérivées en x de fonctions bornées. C'est ça que ça veut dire. Bon. Alors ça a des répercussions en termes de régularité sur m. Alors vous voyez, on a presque que m et gradient m sont bornés, directement du fait que h est lipschitzien. De ceci, qu'est-ce que l'on peut en déduire? Alors, on peut en déduire la chose suivante, donc là c'est beaucoup plus technique, mais lorsqu'on a ces deux informations, on peut démontrer que m est eulderien d'exposant alpha en x et d'exposant alpha sur 2 en temps, quel que soit alpha compris entre 0 et 1. Alors ça, je vais essayer de... Donc ça, c'est ce qu'on a, c'est vraiment de l'interpolation. Bon, alors c'est pas tout à fait exact, mais bon. Alors, pourquoi c'est vrai ça entre guillemets? C'est que du fait que gradient m soit dans L infini, ça veut dire que m, donc je dis que L infini et C0, c'est la même chose. Donc c'est que m est donc C1 en x
et c'est 0 en temps. D'accord? Ça, c'est grosso modo la même chose que ceci. De la deuxième ligne, le dm sur dt, j'en déduis que, entre guillemets, c'est purement formel ce que je fais, c'est essayer de comprendre d'où ça sort. C'est que m est c-1 en x et c1, puisque c'est un dm sur dt, en temps. J'espère que je vais tomber sur mes pattes en le faisant comme ça. Bien. Et maintenant, ce que je vais prendre, c'est, vous voyez, j'ai deux espaces comme ça, et j'ai le droit, c'est ça ce qu'on appelle l'interpolation, c'est que j'ai le droit de prendre des mêmes combinaisons linéaires des deux indices. J'obtiens un nouvel espace, et M continue à appartenir à cet espace. Alors, vous en déduisez, si vous prenez la combinaison 1,5, 1,5, 1,5 de 1 plus 1,5 de moins 1, ça fait 0. Donc, ça entraîne que M appartient à C, 1,5 de 1 plus 1,5 de moins 1. Et ensuite, je prends 1,5 de 0 plus 1,5 de 1. Donc, ça fait 0. Et ça fait 1,5. Donc, M appartient à C0 en X, C1,5 en temps. C'est bien ce que je vous ai annoncé ici. Si j'avais le droit de prendre alpha égale 1, eh bien, j'aurais obtenu, donc ça veut bien dire que le M est eulérien en temps d'exposant 1,5. Et d'autre part, il est lipschitzien, ou presque, en X. Et donc, cela veut dire, comme on a Lipschitz en X, cela veut donc dire que M est C1 en X, C1,5 en temps. Mais je perds un peu parce que tout ceci est faux, et je perds un tout petit peu, ça ne marche pas exactement, et c'est pour ça que j'ai eulérien d'ordre alpha en X et d'ordre alpha sur 2 en temps, quel que soit alpha dans 0,1. Bon, alors ça, ce jeu en disant j'ai deux espaces et je peux prendre des combinaisons linéaires pour laisser alpha, c'est des combinaisons linéaires, c'est ce qu'on appelle de l'interpolation. C'est qu'on a des chaînes d'espace paramétrées, des chaînes d'espace avec des paramètres, ici les alpha, et on a le droit effectivement de dire que si on a une fonction qui appartient à deux espaces de la chaîne, bien elle appartient à toute une courbe d'espace automatiquement sur cette chaîne. Bon. Alors, ce n'est pas vrai pour n'importe quelle chaîne, il y a des conditions mathématiques, etc. C'est un peu complexe. Mais voilà pourquoi on peut obtenir pas mal d'informations dès que H est lipschitzien. Je résume. Donc, dans ce cas lipschitzien, ce que l'on déduit, c'est que M est borné. Donc, avec mes notations, M appartient à L infini de x et t. Que gradient M est presque dans L infini. Et que M est presque, j'allais dire, presque C1,5 en temps. Donc, C1 en X, 1,5 en temps. Et c'est vrai, donc si je mets ça, C alpha sur 2 en temps, tout ceci devient vrai. Alors, appartient à alpha sur 2, quel que soit alpha, compris entre 0 et 1. Voilà en résumé ce que l'on obtient, qui consiste simplement à dire, c'est qu'une fois que j'ai une équation comme ceci parabolique, le fait que H' soit borné, ça m'entraîne automatiquement des bornes sur M, et une fois que j'ai des bornes sur M, en regardant à nouveau l'équation, j'en déduis une certaine régularité maximale sur M. Et je ne peux pas aller plus loin, parce que le H' de gradient U,
je ne sais pas rien de plus pour l'instant que le fait qu'il soit borné. Donc j'ai extrait toutes les informations de la deuxième équation. Donc étape 1, on se sert de la deuxième équation. Donc vous voyez pourquoi c'est une analyse qui est essentiellement découplée. Donc on se sert de la deuxième équation et maintenant je vais remonter à la première équation. Donc vous avez bien compris que dans les deux cas d'opérateurs grand F de M qui m'intéressent, soit des opérateurs locaux qui ne dépendent que de M et éventuellement du gradient M, soit des opérateurs régularisants. Vous avez bien compris que c'est évidemment le premier cas qui est le plus difficile. Donc je vais remonter à la première équation. Dans ce cas-là, pour un opérateur régularisant, ça sera encore plus simple. Donc à Lipschitz, et qu'à titre d'exemple, je prends un G de M. Ou un G de M et de gradient M. Je ne sais pas vraiment faire beaucoup plus que ça pour l'instant, dans un cas comme ça. Si je mettais un moins là, si je mets un plus Laplacien M, je ne sais pas beaucoup plus. Si je mets un moins Laplacien M, je sais beaucoup plus. Alors, là-dedans, les hypothèses sur G, dans cet exemple, on va voir ce qu'on voit tout de suite. Quelles sont les hypothèses qu'on va mettre sur G? On vient d'obtenir des bornes sur M. G est effectivement une fonction continue de R dans R. C'est-à-dire on injecte les valeurs de M et ça recrache des valeurs. Bien, c'est le mécanisme. Bon, ça on prend un mécanisme continu, c'est pas méchant. Et que dire de plus là-dessus? Qu'on n'a pas besoin de dire c'est borné ou la croissance, puisque de toute façon, les M qu'on injecte, on vient de voir qu'ils sont automatiquement bornés. Donc on se doute bien qu'on n'aura pas besoin d'hypothèses supplémentaires. Je mets entre parenthèses les hypothèses qu'il faut dans le deuxième cas de figure. Donc je vais mettre un G de gradient M. Ça sera plus simple parce qu'évidemment, si on sait faire un G de gradient M et un G de M, on sait faire un G de M et de gradient M. Pour qu'on voit bien les difficultés. Alors là, également, G continue, mais il faut rajouter dans le deuxième cas de figure, et tout ceci, ça va marcher, parce que le gradient M, il est presque borné, mais pas tout à fait. Alors, il faut rajouter une hypothèse de croissance, qui consiste à dire que G de Z est à croissance au plus polynomiale, c'est-à-dire il existe une constante, C0, positive, telle que, quel que soit Z, G de Z, en valeur absolue, soit majoré par C fois Z à la puissance Q, et il existe un exposant, Q supérieur positif d'ailleurs, tel que G de Z en valeur absolue soit majoré par C fois la norme de Z à la puissance Q plus C0. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'à l'infini, la non-linéarité du gradient croît de manière au plus polynomiale, au plus comme une puissance. Bah oui, parce que je vous ai indiqué ça tout à l'heure, qu'à l'infini on le loupait, mais on avait LP pour tous les LP. Donc si j'ai une croissance au plus polynomiale, j'aurai un second membre qui sera dans tous les LQ. Donc là, le cadre limite, je n'ai pas poussé plus, mais le cadre limite, c'est des exponentielles. Bon. Je ne sais pas si on peut faire un G de gradient M quelconque ou pas, c'est un cadre limite. Vous voyez, les questions mathématiques abondent à nouveau, même dans un cas simple. Les questions mathématiques, dès que l'on veut gratter, c'est que dans ces stratégies, si je prends un G de M quelconque, quelle est la classe la plus générale de H que je peux prendre? Je ne sais pas. Si je prends un H lipschitzien et que je prends un G de gradient M, quelle est la classe maximale de fonction G que je peux prendre? Je ne sais pas. Bon, à chaque fois, on a des situations de vraiment tirer au maximum les démonstrations. Je peux faire mieux que ça, je peux faire dans les deux cas, mais ce qui est optimal, je n'en sais rien. Et honnêtement, je ne sais même pas de savoir. Mais ce sont des questions intéressantes. À chaque fois, ce sont des questions fines d'analyse. Mais bon. Alors donc, on va pouvoir passer, muni maintenant de ces informations, on va pouvoir passer à une deuxième étape. Donc là, on a obtenu des bornes sur M, et il va falloir obtenir des bornes sur U.
Alors, les bornes sur U. Bien, les bornes sur U, vous voyez que, grosso modo, on a obtenu des informations simples sur le second membre. Donc, lorsqu'on est dans G de M, eh bien, ou G de gradient M, on a obtenu qu'un du sur dt moins Laplacien U plus h de gradient U, ben, il appartient à L infini de x et de t. Et on va se servir à nouveau des équations paraboliques, même si ça c'est une équation non linéaire, en écrivant h de gradient U comme étant h de 0 plus un opérateur qui est d'ailleurs, non qui n'est pas le même, un opérateur B tilde, gradient U. Alors qu'est-ce que c'est B tilde? Eh bien ce n'est rien d'autre que l'intégrale de 0 à 1 de h' de t gradient U, de S gradient U ds. Dire que h de gradient U, c'est h de 0 plus l'intégrale de 0 à 1 de h' de S gradient U de S scalaire gradient U, ce n'est rien d'autre que dire qu'une fonction, c'est la primitive de sa dérivée. Je dérive le long du segment joignant 0 à gradient U. Et donc, une fois que j'ai fait ceci, bien, j'ai en fait obtenu le fait que du sur dt moins Laplacien U plus ce champ de vecteur B tilde scalaire gradient U est lui-même dans L infini, puisque j'ai simplement mis le h de 0 de l'autre côté. Oui, enfin bon. J'ai déjà dit que G était une fonction. Je prends des fonctions régulières. Je ne veux pas économiser sur la dérivabilité. C'est vraiment pas ça le point important. Ce qui m'intéresse, ce sont les questions de croissance. Est-ce que j'ai le droit de prendre m carré, m18, moins m36, le gradient m, la norme du gradient m à la puissance 24, avec un plus, un moins devant? Ce sont ça les questions de quelles sont les forces des non-linéarités que je peux prendre, pas les détails de régularité. C'est bien cela dont il s'agit. Parce que ce sont ces forces qui vont déterminer la nature mathématique du couplage. Du sur dt moins Laplacien U plus B tilde de gradient U appartient à l'infini. Donc on a même mieux, parce que c'est presque lipschitien en temps. C'est presque C alpha en X, et C alpha en X, c'est alpha sur 2 en temps. Donc c'est mieux que ça. Donc c'est presque C1, parce que le M, il se transmet au G de M. L'information sur M, si M est lipschitien, G de M est lipschitien, automatiquement. Donc c'est même, entre guillemets, C1 en X et C1,5 en temps. Donc on a beaucoup plus d'informations que ceci. Mais dans le deuxième cas de figure, lorsque je prends le gradient M, on a presque, et on n'a pas tout à fait, on a presque que L infini. Bon, et puis là, on va repartir encore un coup. Eh bien, on va se servir des hypothèses du fait que là, à nouveau, on a une équation parabolique, et à nouveau, qui est la duale de la précédente, enfin, en termes de forme d'équation parabolique, et à nouveau, on a des résultats de régularité pour ça. Donc, cela entraîne, et là, à nouveau, je mets des guillemets, ça c'est L infini en x et t, et j'ai même mieux que ça. Eh bien, on en déduit donc que U est dans C2, hein, j'ai 0 dérivée en x, j'en gagne 2. Donc ça fait C2 en x. Même chose sur le du sur dt, eh bien j'en gagne 1.
On en déduit que presque que U et non W2, 1 infini. C'est-à-dire deux dérivées en x bornées, une dérivée en temps borné. On loupe un peu, mais presque. Même chose, si vous remplacez 2 et 1 par 2 moins epsilon et 1 moins epsilon, ça devient vrai. Ou si vous remplacez l'infini par LP et vous dites j'ai deux dérivées dans LP et une dérivée en temps dans LP pour n'importe quel P fini, ça devient vrai. Donc on loupe un tout petit peu. Si je prends un peu de marge, ça devient vrai. Donc vous voyez la structure, c'est quelque chose, à nouveau, on ne se sert que des équations linéaires là-dedans. Hein. Bon, mais là on a gagné. On a gagné parce que le H' de gradient U, donc étape 3, donc là c'est déjà pas mal de régularité. On a extrait de la régularité de la première équation sur U, et on va revenir sur l'équation en M. Donc un coup en M, on gagne de la régularité sur M. On rejette dans l'équation en U, on gagne de la régularité sur U. Avec cette régularité en U, on va retourner sur l'équation en M et regagner de la régularité en M. Ensuite, on repartira sur l'équation en U, ainsi de suite. Mais petit à petit, on va gagner toute la régularité qu'on veut. Donc je vais m'arrêter à cette troisième étape, que l'on voit bien comment on a progressé. Après, on peut retourner. Alors, dans cette troisième étape, et puis je ne vais pas vous donner tous les détails, c'est ça la stratégie de démonstration. Alors, dans cette deuxième étape, qu'est-ce que puis-je faire? Alors, dans cette deuxième étape, troisième étape, pardon, je vais dire que H' de gradient U, en effet, U dans C2,1, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que gradient U est, je prends une dérivée, c'est C1 en X, C1 en XT. Ouais, c'est pas terrible, ça. Pardonnez-moi pour ces notations, donc je vais plutôt écrire D2XU dans L infini en XT et DTU, DU sur DT, dans L infini de XT. C'est bien deux dérivées bornées, une dérivée en X, une dérivée temporelle bornée en temps. Bon, donc ça j'en déduis a priori que gradient XU, et j'ai un peu plus d'informations que ça, est dans L infini de XT. Que dis-je? Et dans l'infini en temps à valeur W1 infini. En d'autres termes, j'ai une dérivée en espace, mais qui est bornée en temps. En fait, j'ai mieux que ça. Le gradient XU, non seulement il est lipschitien en X, mais il a plus de régularité en temps qu'il n'y paraît. Bon, donc je ne vais pas vous épuiser avec ça, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ouais, bon. Point trop n'en faut. Tout ça avec des guillemets. Et donc le H' de gradient U, lorsque vous prenez des fonctions comme ça, qui sont essentiellement lipschitziennes, que vous voulez composer avec une fonction régulière, elle reste lipschitzienne, et donc le H' de gradient U, il appartient à l'infini en temps, à valeur dans W1 infini en espace, c'est-à-dire il a une dérivée bornée. Et donc je suis revenu à l'équation de départ, quand j'avais écrit avec un divergence BM, ça c'est mon B, et donc j'étais parti avec un B qui était borné par L. Et là, maintenant, je savais ça, et maintenant, ce que j'obtiens, c'est que c'est le gradient en X de B qui est borné par une constante. C'est ça que ça veut dire. À ceci près que j'ai un tout petit peu perdu. Donc, j'ai gagné un cran de régularité par rapport à mon point de départ. J'explique en espace et un travail comparable sur le temps. J'ai gagné un cran de régularité sur B, ça veut donc dire que je vais gagner
Donc, un cran de régularité gagné. Un cran de régularité. Et sur B, eh bien ça va entraîner un cran de régularité sur M. Donc là où je savais que les gradients x de m étaient presque bornés dans l'infini, je vais maintenant savoir que les dérivées secondes en m sont presque bornées. Je vais réinjecter ça dans l'équation en U, je vais gagner encore un cran de dérivée. Et donc, vous avez bien compris, un cran de régularité en m qui donne un cran de régularité de plus sur U. Et donc, vous pouvez obtenir toutes les estimations a priori que vous voulez pour toutes les dérivées. Petit à petit, comme ceci. Donc, la conclusion, c'est que l'on a, en supposant l'existence d'une solution, obtenu des estimations a priori, surveillez-leur, j'ai vraiment très peu de temps pour aller à Roissy. Alors, donc, ça, je peux l'effacer. Donc, la conclusion de ces itérations de régularité, c'est qu'on a des estimés a priori sur M, sur UM, et toutes leurs dérivées en xt. Bon, on n'a pas besoin d'avoir des estimations sur toutes les dérivées, hein, ça suffit d'en avoir, je dirais, 2 ou 3 en x et 1 ou 2 en temps, hein, ça suffit largement. 2 en x et 1 en temps, c'est bien, 3 en x et 2 en temps, c'est mieux, et ça suffit. Mais on peut continuer. Donc, synthétisons un tout petit peu ce que l'on a fait jusqu'à présent. Le fait que H soit lipschitzian fait que cette équation devient une équation linéaire avec un truc borné, et que cette équation, c'est comme une équation non linéaire avec également une dérivée bornée, un opérateur de premier ordre borné, même si on ne connaît pas les champs de vecteurs, mais on sait déjà qu'ils sont bornés. Et ça va entraîner beaucoup de régularité. Alors, on commence par lire la régularité sur M, on la reporte dans le f de M, on en déduit la régularité sur U, qui devient de la régularité sur U, et on regagne de la régularité sur M, qu'on reporte sur l'équation en U, et ainsi de suite. Voilà le mécanisme. Et à chaque fois, ce mécanisme, c'est que dès qu'on a une équation de la chaleur, on gagne un cran de régularité, on gagne de la régularité, parce que c'est le Laplacien qui fait gagner de la régularité. Bien. Et c'est la structure équation de la chaleur. Hein. L'équation de la chaleur, le phénomène de gagner de la régularité dans l'équation de la chaleur, ça correspond à ce phénomène de diffusion. Si vous prenez une source de chaleur ponctuelle, l'équation de la chaleur gouverne effectivement la manière dont une source de chaleur ponctuelle dans cette pièce réchaufferait la salle. Et comment ça se passe? On le sait bien, si on met une source ponctuelle, un radiateur ici, au bout d'un certain temps, ça diffuse et dans toute la pièce, la température va augmenter. On a ce phénomène de diffusion. Ce phénomène de diffusion, à partir d'une source ponctuelle localisée en espace, ceci se transforme en un front de température que l'on sent d'ailleurs assez régulier. La température d'un point à l'autre de la pièce, on sent bien qu'elle est assez uniforme. C'est quelque chose qui est effectivement assez bien régulier. Ce phénomène de diffusion est un phénomène de régularisation, et là, chaque fois que je vous parle de cette régularité maximale, c'est-à-dire que le second membre, les sources de chaleur, entraînent que automatiquement la solution à la régularité maximale que l'on peut espérer, c'est vraiment ce phénomène de diffusion. Bien, et donc ça suffit. Et donc là, pour l'instant, ok, on a fait un système couplé, mais on s'est pas trop fatigué. D'ailleurs, c'est bien le but du jeu. C'est de commencer par des cas où on peut servir simplement de ce que l'on connaît bien dans les équations des dérivées partielles pour déjà résoudre ces systèmes de type jeu à champ moyen. Alors, le deuxième cas de figure,
et je m'arrêterai aujourd'hui avec des estimés a priori. Les questions d'existence sont assez techniques, et si j'ai le temps, je vous en dirai un mot aujourd'hui. Une fois qu'on a des estimations a priori, c'est vraiment pas le problème, c'est la technique mathématique qui ne présente pas grand intérêt. Alors, dans ce deuxième cas de figure, on va commencer par l'équation en U, et puis on va reporter dans l'équation en M, et puis ce sera fini. Ce sera encore plus simple. Deuxième cas, un opérateur régularisant. F bon. Alors, quand je prends un opérateur régularisant, c'est un opérateur qui est global, mais qu'on peut regarder globalement en espace-temps ou globalement en espace. Alors, pour être tout à fait cohérent avec les jeux à champ moyen, et ça j'aurais peut-être dû le dire avant, c'est que cet opérateur est vraiment un opérateur qui agit sur des fonctions en x. C'est-à-dire, si je prends une fonction, l'opérateur grand F, il prend des fonctions de x, des fonctions sur Q, donc typiquement des probabilités sur Q, et les transforme en fonctions sur Q. Et je vais supposer, d'accord, en fonction sur Q, dans C de Q. Et en fait, je vais même prendre directement des fonctions lipschitziennes, ça sera plus simple. Je fais des cochonneries. Donc, P de Q, F, mon opérateur F, et il me donne des fonctions lipschitziennes. Ça, c'est C0, 1, ce sont les fonctions lipschitziennes. Jusqu'à présent, j'ai utilisé W1 infini, donc essayons d'être cohérent, et le C01, ça voulait dire autre chose. Donc, Lipschitz. Et vous voyez que donc, c'est un opérateur, quand j'écris f de m ici, c'est à chaque instant dans l'équation, à chaque instant, en chaque t, je prends m à l'instant t et je l'injecte dans f. Parce que je vous ai parlé de noyaux de convolution, mais ce sont des noyaux de convolution ou des opérateurs non locaux qui sont des opérateurs non locaux en espace. Je ne mélange pas les tranches temporelles. Je pourrais le faire, mais là, ça poserait des problèmes du point de vue de la justification des jeux à champ moyen, parce qu'on n'est pas censé anticiper le passé, si on raisonne de manière rétrograde. Bien. Alors donc, ce sont des opérateurs régularisants. Alors donc, vous voyez, là, ce que je vais supposer, ce sont des opérateurs qui m'envoient les mesures de proba dans un borné des fonctions lipschitziennes. Je mets cette hypothèse-là. Dans un ensemble borné de fonctions lipschitziennes. À nouveau, tous les exemples que je vous ai donnés avec des opérateurs de convolution, des opérateurs intégraux, satisfont trivialement ce cas de figure. En d'autres termes, cela veut dire que j'ai maintenant une équation d'Hamilton-Jacobi-Bellman avec des fonctions qui sont bornées ici, dans les fonctions lipschitziennes. C'est-à-dire que les dérivées en x sont bornées de ce bazar-là. Donc ça, c'est mon hypothèse. Je regarde étape 1, l'équation en U, et je vais en déduire que le gradient en XU est borné. Si OK, bien, je repars à l'attaque, j'ai donc un H' de gradient U qui est borné, et je suis ramené au cas précédent. Parce qu'effectivement, si le gradient U est borné, je ne vois pas ce qui se passe loin, et donc je peux considérer que H est Lipschitz. Donc je suis ramené au cas précédent. Bon. Donc,
donc, H devient Lipschitz automatiquement sur toute, parce que c'est une fonction régulière, c'est donc Lipschitzien sur un borné. Bien. Donc, il suffit uniquement de comprendre ceci. Bon, alors ça, c'est une estimation standard pour les équations d'Hamilton-Jacobi-Bellman. Quel que soit H, hein, vous voyez là, la chose, c'est qu'il n'y a pas d'hypothèse sur H. H peut croître comme on veut, etc. Donc, je ne peux pas me servir de choses standards d'équations linéaires. Donc là, il faut faire un petit travail non linéaire. Donc, c'est une estimée bien classique dans le contrôle stochastique, estimée par une méthode qui remonte aux années 30, qui est une observation faite par Bernstein. C'est ce qu'on appelle la méthode de Bernstein. Donc, il l'avait faite pour des équations elliptiques en dimension 2, mais c'est quelque chose d'absolument général. Ressuscité d'une part dans les années début des années 70 par Serrin, et c'était une partie de ma thèse 3M6, c'était justement de comprendre ça existait à l'époque de thèse 3M6, c'était je m'étais rendu compte qu'on pouvait obtenir effectivement des estimations a priori sans hypothèse de croissance sur les Hamiltoniens. Bien. Alors donc cette méthode de Bernstein, c'est simplement de dire la chose suivante, c'est que si vous prenez une fonction harmonique, la norme de gradient U au carré est une fonction sous-harmonique. Si Laplacien U est égal à 0, le Laplacien de gradient U carré est positif ou nul. Moins Laplacien est négatif ou nul, sous-harmonique. Bien, alors donc de quoi s'agit-il ? Bien, il s'agit de regarder l'équation satisfaite par la norme de gradient U au carré. Je regarde donc un du sur dt moins Laplacien U plus un h de gradient U. Au second membre, j'ai toutes des fonctions de x de t. Donc j'ai un h de x et de t dont je sais que la dérivée en x de h est bornée. Voilà ce que je sais. Bon. Alors, si je regarde, je dérive d sur dt de gradient u moins Laplacien de gradient u. Je prends le gradient de cette équation. Je vais avoir ici h' de gradient u, gradient de gradient u égale gradient h. Je prends la norme au carré. Et cela fait donc d sur dt de gradient u carré moins Laplacien de gradient u carré. Ah oui, mais quand vous prenez un carré et que vous prenez les dérivées secondes, vous avez effectivement la fonction fois la dérivée seconde de la fonction. Si vous prenez la dérivée seconde de V2, eh bien la dérivée seconde de V2, c'est 2 fois V seconde plus 2 fois V' au carré. Quand vous dérivez 2 fois, vous avez 2 possibilités au deuxième coup. Donc si vous faites ceci, ce que vous récupérez par rapport à ceci, c'est un terme qui est positif et qui est la somme des dérivées secondes des dij de u au carré. C'est le plus u' carré qui manque, et puis un 2. Plus h' de gradient u, gradient de gradient u carré, est égal à 2 fois gradient h, gradient u. Bon, là je vais vite, mais c'est un calcul simple. Hein. On calcule les dérivées secondes, on dérive l'équation, et on regarde l'équation satisfaite par le carré. On fait tout le calcul et c'est ça qu'on trouve. Je l'ai écrit de manière très synthétique, c'est correct, mais enfin c'est un peu dangereux de l'écrire comme ça. On peut se tromper en allant aussi vite que ça. Mais cela dit, le calcul tel que je l'ai présenté est parfaitement rigoureux et ce résultat est correct. Vous pouvez le reprendre si vous le désirez.
Alors essayons de comprendre bien la structure que l'on a. En d'autres termes, nous avons dw sur dt moins laplacien w plus un certain champ de vecteurs que j'ai appelé B dans le premier cas de figure, plus B scalaire gradient W. Et tout ceci, c'est positif ou nul. Eh bien, donc je peux dire que ceci est inférieur ou égal à 2 gradients H gradient U. Bah, tout ça, je peux le majorer par C fois W puissance 1,5, parce que la norme de gradient, c'est le W 1,5. Si vous voulez, il y a le 2 devant, parce qu'il y a le... Et C, c'est une majoration de la norme de gradient H. Ce que vous pouvez bien entendu majorer par C fois 1 plus W. Et donc, on a une inéquation parabolique comme ceci. On peut à ce moment-là appliquer le principe du maximum. W à l'instant initial, c'est quoi? Bien, c'est gradient U0 à l'infini. C'est gradient U0 de x au carré. Et c'est majoré par une constante, parce que U0 est régulier. Et donc, qu'en déduisez-vous? Bien, vous en déduisez bien sûr que ceci... ça entraîne que W est majoré par une constante. C'est ce qu'on appelle le principe du maximum. Donc, si je mets ici un C0, j'ai que W est majoré par C0 fois grand T plus C1 fois E puissance C0 grand T. Voilà. Voilà ce que me dit le principe du maximum. Le principe du maximum, c'est que ceci est majoré par, si vous mettez par petit t, regardez le second membre. Eh bien, le second membre, sauf erreur de ma part, vérifie, donc si j'appelle ça Z, eh bien, que vérifie ce Z-là? Eh bien, il vérifie que des Z sur des T, j'injecte ce Z dans l'équation, ça ne dépend pas de X, donc tout ce qui est dérivé, là c'est un gradient, pardon. Il faut que je m'arrête là, moins laplacien Z, plus B gradient Z, est majoré par... est égal à quoi? Bien, dz sur dt, vous voyez que ça ne dépend, tout ça, ça vaut 0. dz sur dt, ça fait C0. J'ai dû me tromper dans le calcul. Plus C0, C1. Plus C0, C1 et puissance C0t. Et donc ça me fait quoi? C'est 1 plus C1. Excusez-moi, 1 plus W, j'essaie d'aller un peu plus vite. 1 plus W. Donc je vais mettre 1 plus C1 à la puissance fois C0t, pardonnez-moi. Donc ça me fait quoi? Bien, ça me fait C0 peut-être un moins 1. J'y arriverai. Donc, si je dérive, ça fait C0 fois, donc tout ça c'est Z. C0 fois 1 plus C1. Je fatigue. Ouais, c'est ça. C0 fois 1 plus C1 et puissance C0t, qui n'est rien d'autre que C0 fois 1 plus Z. Quant à Z à l'instant t égale à 0,
est égal à 1 plus C1 moins 1 est égal à C1. Donc vous voyez que ici, Z domine initialement les valeurs de W et que Z est une solution de la même équation que W, enfin W étant solution d'une inéquation. Donc vous avez d'un côté W qui est sous-solution d'un problème que résout Z. Ce qu'on appelle le principe du maximum, c'est qu'à ce moment-là, W est partout plus petit que Z. À nouveau, c'est simplement dire que plus vous chauffez, plus la température monte. Donc si vous prenez deux sources de chaleur et que l'une est plus importante que l'autre, eh bien, vous savez que dans la même pièce, eh bien, la température que vous obtiendrez avec une source de chaleur plus importante sera plus grande. C'est ça le principe du maximum. J'ai un W et un Z, je chauffe plus pour le Z, ben, je récupère un Z plus grand. Voilà, c'est ça qu'on appelle le principe du maximum. Sur ce, il faut que je vous abandonne, je suis déjà en retard, je vais essentiellement louper mon avion. Et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et on se retrouve le 9, pas le premier vendredi de janvier, lendemain du 1er, mais